Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ce soir, très heureux d'accueillir Robert Badinter, et cela pour deux raisons. La première, c'est que vous accueillir à l'auditorium du Louvre, cher Robert Badinter, c'est aussi vous rendre hommage à vos engagements, à vos combats, et en particulier, évidemment, à celui contre la peine de mort. Et puis, Robert Badinter inaugure une série à laquelle je tenais énormément, qui s'intitule « Le Louvre invite ». Le Louvre invite une personnalité qui n'est pas un historien de l'art, mais une personnalité qui est d'un monde divers, capable de porter sur les œuvres que nous conservons, sur l'histoire de l'art, sur l'esthétique, sur le monde des images, un regard autre. Et Robert Badinter est en bonne compagnie parce qu'il inaugure cette série. L'année suivante, ce sera au tour de Toni Morrison, la grande écrivaine américaine, prix Nobel de la littérature, et qui traitera d'un thème qui lui est cher, celui de l'étranger chez soi, l'étranger dans son propre pays. Lui succédera l'année d'après Anselm Kiefer, le peintre allemand qui vit en France et qui est un familier du Louvre. Et enfin, l'année suivante, Pierre Boulez. Et nous commençons déjà à travailler avec toutes ces personnalités. Je vous remercie, cher Robert Badinter, d'avoir accepté pendant de longs mois de travailler avec l'ensemble des équipes du Louvre, puisque vous avez établi avec nous cette programmation autour du regard sur la prison. J'ai dit que vous étiez en bonne compagnie, mais vous nous permettez de prouver aussi que le Louvre, et c'est là aussi une de ses missions, va de l'avant sans cesse. Soyez remerciés. Merci, Monsieur le Directeur, pour ces propos aimables et l'évocation des conférences à venir et des programmes avec ces personnalités prestigieuses. Puisque nous en sommes précisément à l'évocation initiale des remerciements, permettez-moi de vous dire que je suis tout à fait sensible au fait que le Louvre m'ait offert cette carte blanche et que d'emblée, lorsque je vous ai proposé ce sujet austère, il faut bien le reconnaître, regard sur la prison, vous avez accepté d'enthousiasme. Alors, on peut se demander pourquoi au Louvre traiter ainsi de la prison. Je ne dissimulerai pas qu'il y a là un intérêt personnel et, au-delà même de l'intérêt, une conviction et un engagement. Je considère, s'agissant de la prison, telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle se présente, et je l'évoquerai tout à l'heure, tout ce qui peut aboutir à ouvrir la prison au regard extérieur est utile. Utile à la prise de conscience de ce qu'elle est, utile à ouvrir la voie à des réformes nécessaires. Et puisque j'avais le privilège de cette carte blanche que m'offrait le Louvre, plutôt que de traiter ce qui m'aurait sans doute esthétiquement ou intellectuellement mieux convenu, c'est-à-dire les rapports généraux de la justice et de l'art, j'ai choisi précisément la prison en me disant, si l'on saisit par le regard que l'artiste porte sur la prison, sa réalité peut être transcendée par l'artiste lui-même, mais souvent sa réalité la plus saisissante, la plus humaine, alors, par ce biais, en effet, on aura pu contribuer à mieux faire entendre et à mieux faire comprendre ce qu'est dans sa, oui, en effet, dans sa cruauté souvent, la prison, et notamment la prison française. Alors, c'est le remerciement que je vous devais. Le deuxième, d'un autre ordre, il n'a pas échappé que le titre de la conférence que j'ai choisi est évidemment un titre, Enfermer et punir, qui constitue un hommage évident, immédiat à la pensée et, je dirais, à la personne de Michel Foucault. Enfermer parce que aujourd'hui, surveiller, on peut très bien le faire sans avoir même besoin d'enfermer. Les progrès de l'électronique le permettent indiscutablement. Mais Foucault, à coup sûr, comme une sorte de figure tutélaire, non seulement de cette conférence, mais ce qui a été évoqué déjà au cours de la semaine dernière, à propos de
l'architecture carcérale, car il est certain que dans ce domaine, comme dans d'autres, la pensée de Foucault a été saisissante et que aussi grâce à la magie de l'écriture, ce talent incomparable qui était le sien, beaucoup, il y a des années de cela, ont mieux mesuré ce qu'était la condition pénitentiaire et le problème que pose à une société la prison. Et c'est de cela dont je voudrais partir, avec d'ailleurs certains souvenirs aussitôt, puisque j'évoque Foucault. Quelques semaines après l'abolition, je déjeunais avec lui, nous nous connaissions, et nous nous voyions de temps en temps, changions des remarques sur l'évolution de la justice à venir et puis sur l'évolution immédiate de la justice. Et il m'avait dit ironiquement, oui, l'abolition de la peine de mort, c'est très bien, mais ce n'est qu'un premier pas. J'écoute, quand même à moitié content de ce succès relatif. Et je lui dis, ah oui, le second, c'est quoi? Et il me répond simplement, mais l'abolition de la prison, ça va de soi. Je dis, oui, ça va tout à fait de soi. En effet, je suggère que vous écriviez d'exposer des motifs avec un article premier, la prison est supprimée en France. Je ne sais pas ce que sera l'article 2, mais je serais intéressé de voir ce que sera la réaction du président de la République et celle du Premier ministre à l'énoncé de ce programme ambitieux. Donc c'est par une culpabilité aussi lointaine envers Foucault que je tenais à placer cette conférence sous ses auspices. Et ce sera la dernière référence parce que, ce qui n'est pas d'ailleurs inscrit dans Surveiller et punir, naissance de la prison, mais dans le débat qu'il a conduit avec mon amie et éminente historienne Michel Perrault sur l'impossible prison, après la publication de Surveiller et punir, dans un débat avec l'historien Léonard, Foucault a écrit, et je lui cite la phrase, l'histoire de la prison. Il défend son approche à surveiller et punir, qui a fait l'objet de certaines critiques des historiens. L'histoire de la prison centrale dans cette étude est l'histoire de quelque chose qui n'a jamais marché, si l'on considère ses fins affirmées. Alors, je souligne les mots, d'ailleurs peu foucaldiens dans leur expression, qui n'a jamais marché. Et c'est vrai que quand on considère les trois fonctions, que depuis la Révolution française, quand la prison a cessé d'être un simple lieu de détention pour devenir le cœur de la pénalité révolutionnaire, dans le Code pénal de 1791, si l'on considère les trois fonctions assignées à la prison, enfermer, punir et amender, aujourd'hui on dirait réinsérer le détenu. Les deux premières ont été remplies à coup sûr. Enfermer, je dirais cela va de soi, avec plus ou moins d'ailleurs d'intensité obsessionnelle selon les époques. Je me souviens d'un temps où le garde des Sceaux disait personnel pénitentiaire, vous devez vivre dans l'obsession de l'évasion. En d'autres termes, veiller à l'enfermement. En ce qui concerne la punition, rien de plus simple que de rappeler ce qu'était la prison dans sa conception du XIXe et ce qu'écrivait Moreau Christophe, grand spécialiste, et qui en 1837 disait, grand spécialiste de l'architecture carcérale, l'architecture de la prison est donc le premier exécuteur de la peine, c'est le premier fabricateur de l'instrument du supplice. On ne saurait être plus clair sur la fonction punitive, mais en ce qui concerne le succès de la prison elle-même, le succès, alors là c'est juriste qui parle, en tant que peine, si on vient bien regarder ce qui est advenu en France, on a vu disparaître depuis le Code pénal le bagne, transportation, puis le bagne ensuite, 1945, transportation en 1938. Puis on a vu disparaître, trop tardivement à mon goût, la peine de mort en 1981. Et la prison est restée
la peine par excellence, on pourrait presque dire la seule, la peine principale du système pénal français, et plus généralement, je dirais d'ailleurs, du système pénal des démocraties occidentales. Et même quand on regarde le code pénal, cette espèce de tarification des peines, c'est toujours une sorte de métrique d'années d'emprisonnement qui constitue l'étalon or de la pénalité dans le système judiciaire français. Donc, à cet égard, comme peine, et pas seulement comme lieu d'enfermement, mais comme peine, le succès de la prison est éclatant. Alors, pourquoi Foucault et, je dirais, l'observation peuvent parler d'un échec? C'est parce qu'il y a le troisième terme, le troisième volet, l'amendement, la réinsertion. Et à cet égard, il suffit de considérer ce qui, depuis d'ailleurs l'origine de la prison pour peine, caractérise sa mise en œuvre, le taux de récidive. La récidive dont on parle tant et avec tant de passion, qu'est-ce que c'est la récidive? La récidive, s'agissant de celui qui est libéré de prison, c'est le fait qu'il recommence, et ça veut dire l'échec de la prison. La prison est toujours, quand on regarde la récidive, un échec. Un échec puisque on sait depuis très longtemps que le taux de récidive, s'agissant de ceux qui ont été condamnés à des peines d'emprisonnement, est plus fort que ceux qui n'ont pas connu les peines d'emprisonnement, qui est d'ailleurs très important, notamment en France. Et l'on sait aussi que ceux qui sortent de prison, on utilisera la formule classique du langage pénitentiaire, sortie sèche, c'est-à-dire sortie sans être passé par le sas de la libération conditionnelle ou sans les mesures d'accompagnement qui sont inscrites dans la loi, et on pense en particulier aux criminels sexuels ou délinquants sexuels de suivi socio-judiciaire, ceux-là récidivent beaucoup plus. Ceux qui sortent sans libération conditionnelle et sans mesure d'accompagnement récidivent beaucoup plus. C'est-à-dire que le fait de refuser la libération conditionnelle, loin, comme on le croit, de faire peur à celui qui deviendra un criminel, aboutit à ce seul résultat, c'est que celui qui a été condamné récidivera probablement plus parce qu'il n'aura pas connu la libération conditionnelle. Donc, échec en ce qui concerne cette finalité proclamée, et puis échec aussi. Et là, comment ne pas dire que, hélas, à certains égards, c'est une triste spécificité française, échec de la condition carcérale. Nous sommes l'objet de rapports constants, commission parlementaire, je prends les 10 dernières années, vous avez eu, vous le savez, les livres témoignages, on pense au docteur Vasseur, vous avez eu des rapports de commissions parlementaires, commission du Sénat présidée par M. Hyest, commission de l'Assemblée nationale présidée successivement par Laurent Fabius et Louis Mermaz. Nous avons des rapports émanant d'organisations humanitaires internationales, notamment Amnesty, mais surtout l'Observatoire international des prisons. Nous avons ce qui est beaucoup plus important, et mes yeux beaucoup plus douloureux, des rapports qui émanent d'organisations internationales indiscutables, celle du Conseil de l'Europe étant la plus remarquable, le Comité de prévention de la torture, traitement inhumain et dégradant du Conseil de l'Europe fait des visites dans les établissements carcéraux en Europe et ensuite rédige des rapports qu'il envoie d'ailleurs à chaque gouvernement concerné. Ces rapports se succèdent en ce qui concerne les 10 dernières années, 94, 2000, 2004. Il va y en avoir un à nouveau qui va être publié ces jours-ci sous la plume de Gilles Robles, observateur indiscutable, homme de très haut niveau moral et d'expérience pénitentiaire, et qui est, en ce qui concerne la France, tout simplement accablant. Non seulement en ce qui concerne la prison, mais je dois le dire, en ce qui concerne les centres de rétention et les dépôts de garde à vue. Nous sommes dans ce domaine stigmatisés, et ce n'est pas sans raison, que la commission d'enquête du Sénat sur la condition carcérale a titré « La prison, une humiliation
pour la République. Voilà cette situation que je voulais marquer au départ. Je dirais, pourquoi j'évoquais propos de Foucault sur l'abolition nécessaire de la prison, ce n'est pas ce que je prendrai ce soir, mais je dirais que mes rapports avec le monde carcéral, c'est un des uniques avantages de l'âge, remontent à longtemps et me permettent d'une certaine manière le restituer, sinon dans une très longue perspective, quand même dans la durée. Et il y a de cela 3 semaines environ, je me suis rendu, vous savez, comme on va à la recherche, non pas du temps perdu, mais de la jeunesse évanouie. Je me suis rendu exprès, je vais souvent visiter des prisons, à la maison d'arrêt de Fresnes. Pourquoi Fresnes? Parce que, avant de venir devant vous, je voulais revoir Fresnes à nouveau, et parce que j'y avais été pour la première fois de ma vie en prison, très jeune avocat stagiaire, c'était en 1951, j'ose à peine le dire, donc il y a plus d'un demi-siècle. Je revoyais, en y retournant cette fois-ci, jeune avocat en imperméable, car il pleuvait, pas croyable, ça j'ai gardé un vif souvenir, arrivant à Fresnes et entrant pour la première fois de sa vie dans une prison. Et je me souviendrai toujours, Fresnes à l'époque, c'était le Fresnes, nous sommes en 1951, quand je remontais le grand couloir central, je ne pouvais pas évoquer ce qu'avait été Fresnes quelques années seulement plus tôt, à la 2e division, c'est-à-dire le lieu d'incarcération, de détention et de torture des résistants avant qu'ils ne soient ou exécutés au Mont-Valérien ou déportés. Fresnes, je pourrais presque dire, frémissait encore de ce qui était advenu là. Et j'avais été frappé par 2 considérations particulières qui n'ont jamais cessé d'ailleurs de me poursuivre dans toutes les visites que j'ai faites dans de prison. C'est d'abord ma surprise parce que la prison, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un lieu de silence, même si à l'époque, les prisonniers étaient tenus encore au silence dans la prison. La prison, Fresnes en particulier, mais pas seulement Fresnes, est un lieu extraordinairement sonore. Pourquoi ? Parce que au silence qui règne, d'un seul coup et très fréquemment, vous entendez claquer les portes immenses, les verrous énormes, à mesure que vous entrez plus avant dans la prison. Et ça fait comme des fracas qui scandent la vie de la prison. J'y ajoute que je n'ai jamais oublié non plus, et je l'ai retrouvé souvent, cette odeur si particulière d'un monde confiné, d'un monde d'hommes avec la promiscuité, et confiné, l'air n'est pas renouvelé, il y avait à cette époque encore des relents aigres de nourriture. C'est une odeur très particulière, l'odeur carcérale. Quand je suis ressorti, je ne dissimule pas que entre les souvenirs de lecture et l'évocation de ce qui était advenu là, et les impressions, j'avais ressenti une sorte d'angoisse qui, à chaque fois que j'ai visité les prisons, et Dieu sait que j'en ai visité en France et à l'étranger, j'ai toujours perçu, j'avais retrouvé même à Fresnes, maintenant, après tant d'années écoulées. Alors, dans les années qui ont suivi, je disais, j'ai beaucoup fréquenté les prisons. M. Foyer se plaisait à dire, mon éminent collègue et grand juriste, le problème avec lui, il parlait de moi, c'est qu'il a trop fréquenté les prisons, ce qui est toujours assez ambigu comme formulation. On peut se demander pourquoi un homme devenu un homme politique fréquente les prisons. Mais c'est vrai que je les ai, dans les 30 années qui ont suivi, beaucoup fréquentés. C'est vrai que, écoutant les surveillants, recueillant les confidences des détenus, j'ai mieux compris ce qu'était la réalité carcérale, très dure à l'époque, plus que maintenant, tempérée par une humanité singulière qui souvent, là, entre gardiens et prisonniers, apaisait ce qu'était l'angoisse carcérale. Mais les années 70 ont été indiscutablement des années de très grand militantisme contre le régime des prisons. C'était des aspects de la révolution culturelle post-68 tarde. Et c'est vrai que les livres, les études, les colloques, mais aussi l'action militante, je pense au groupement d'information sur les prisons que Foucault animait, mais
autour de lui, je me souviens, tant d'autres, Deleuze, Vidal Naquet, enfin, je pourrais en citer tant et tant, ont beaucoup à ce moment-là mobilisé l'opinion publique et la sensibilité commune pour que l'on transforme les prisons. La réalité carcérale demeurait indifférente à cette agitation militante et intellectuelle. Et je dirais même qu'à la fin des années 70, à l'orée des années 80, nous vivions des temps difficiles à ce sujet, puisque la surpopulation pénale s'accroissait à une vitesse considérable, et la caractéristique de cette époque, je dirais leur marque, c'était les terribles quartiers de haute sécurité qui ont nourri, vous le savez, un certain nombre de livres. C'est dans ce climat-là que je suis arrivé à la chancellerie et que j'ai découvert, je dirais, de près l'autre côté des choses, car l'avocat ne voit de la prison que le côté, je n'ose pas dire jardin, mais le côté d'où on ressort. Il ne voit pas jusque dans les cellules, sauf quand il s'agit de condamner à mort, évidemment. Mais en dehors de cela, il n'y va pas. À la chancellerie, j'ai compris la complexité du problème. J'ai mesuré l'absence de ressources. J'ai mieux senti ce qu'était l'amertume des personnels pénitentiaires qui exercent, il faut s'en souvenir, une fonction très difficile dans des conditions qui sont parfois presque inhumaines aussi. C'est terrible de travailler en allant tous les jours en prison. Et ils ont la conscience que la difficulté de leur mission n'est pas reconnue par le public, que le terme de maton qui les afflige est injuste, et qu'alors que les forces de police, les forces de l'ordre jouissent d'une reconnaissance nationale, ce n'est pas le cas pour les personnels pénitentiaires. Et ils le ressentent profondément, et je veux le dire, c'est à mon sens très injuste. Mais je découvris cette amertume que les syndicats pénitentiaires transformaient volontiers en âpres revendications. Je découvris aussi la modestie, pour ne pas dire la pauvreté du budget pénitentiaire. Pourtant là, les ressources sont à la fois nécessaires et font défaut. Puis je découvris enfin, mais était-ce pour me surprendre, au mieux l'indifférence et en général l'hostilité du public à tout ce qui est progrès carcéral. J'ajoute que je mesurais également, et mes collaborateurs de l'époque qui me sont si chers et qui ont vécu cette grande aventure avec moi, notamment les deux directeurs de l'administration pénitentiaire, M. Zakin et Mme Ezrati, et puis Jean Favard, grand spécialiste des prisons, qui était en charge à mon cabinet de la question, grand spécialiste des questions pénitentiaires, auquel je dois une grande reconnaissance, tous à la fois compétents et militants, mesuraient que tout serait difficile. Et c'est vrai aussi, pourquoi ne pas le dire, que moi-même, je n'aidais pas au succès de la politique que je conduisais. Pourquoi ? Parce que j'étais, à cette époque, constamment présenté comme le ministre des assassins, un homme qui ne s'intéressait passionnément par une sorte de perversité congénitale qu'au sort des assassins, qui, après avoir supprimé la guillotine, allait maintenant transformer la prison en prison 4 étoiles. Ce qui regarde la réalité carcérale est un mythe qui revient toujours, prend une dimension d'ironie cruelle. Mais c'est dans cette atmosphère-là, l'hostilité et au mieux l'indifférence, généralement l'hostilité, que nous avons fait, je dis nous, non pas le pluriel de majesté, mais à cause de cette équipe d'amis si chers, tout ce que nous pouvions pour humaniser avec nos pauvres ressources, humaniser et transformer la prison. Nous évitions d'en parler, le mot d'ordre était, il pensait toujours n'en parler jamais, puisque le public était hostile, mais face aux réticences, pour dire résistances syndicales, successivement, on supprimait les QHS, je cite quelques mesures, fait passer ce qui était essentiel, la médecine pénitentiaire, du domaine de la prison au domaine de l'assistance publique. Je dis tout ce qui est regard extérieur transforme la prison. J'ai pu mesurer cela à propos de la médecine. C'est en la sortant de l'univers carcéral qu'elle est devenue une véritable médecine digne de ce nom. Et on en a eu les fruits quelques 15 ans après.
Également, ce qui me tenait très à cœur, le parloir sans séparation, c'est très technique, mais c'est essentiel. Vous avez tous vu, ou vous verrez à l'occasion de cette carte blanche et de ces regards sur la prison, des films sur la prison de jadis. Je recommande Le Trou de Becker, tout particulièrement. Et la caractéristique, vous vous souvenez aussi, on voit ça dans Kayat, vous aviez dans le parloir, côte à côte, séparés simplement par une petite cloison, des mères qui venaient avec leur enfant, voir leur mari ou leur ami qui était le père de l'enfant, ou la mère qui venait voir son fils, les uns à côté des autres. Et entre les séparés de celui qu'elle venait voir par un intervalle, donc elles étaient derrière un iglaphone, de l'autre côté, il y avait le détenu, et entre les deux passait et repassait le surveillant. Ce qui fait que non seulement vous ne pouviez rien dire de personnel, pour cause, mais de surcroît, chacun, pour mieux se faire entendre, hurlait. Et c'était insoutenable comme vision. Supprimant cela, c'est-à-dire disons maintenant ce sera le parloir libre, oui, on se touchera, oui, on s'embrassera, oui, oui, une mère pourra embrasser son fils, je trouve que c'est la moindre des choses, hein. L'enfant détenu pourra embrasser son enfant. Ça a suscité une incroyable levée de bouclier, cette mesure humaine. Je dois dire que les lettres que j'ai reçues à ce moment-là, justement, de parents qui me disaient j'ai enfin pu embrasser mon fils, de femmes, ça a été une très grande, pour moi, une très grande récompense. C'est bien, les parloirs libres, on va passer la drogue, etc. Maintenant, c'est institué, mais c'est toujours dans une condition misérable, simplement parce que les moyens font défaut. Alors, j'ajouterais que, révolution culturelle, avant de partir, j'ai fait rentrer la télévision dans les cellules. Vous vous rendez compte, disait-on, la télévision dans les cellules, bientôt le champagne tous les soirs. Et j'ai gardé des articles qui recommandaient, si l'on voulait vivre maintenant dans le confort, de agresser une vieille dame, moyennant quoi, pendant un certain nombre d'années, on pourrait contempler dans une spacieuse cellule chauffée le meilleur programme de la télévision française. Enfin, cela dans de grands journaux. Simplement pour dire que la télévision était, à mes yeux, une nécessité, car l'éternel problème est celui qui est en prison ne doit pas, parce qu'il est reclus, devenir un exclu. Il ne doit pas être mis hors société. Et dans le temps où nous sommes, le meilleur lien social demeure la télévision. J'ajoute que la Coupe du Monde s'annonçait et que je trouvais qu'il était indispensable de le faire maintenant, avant de ça. Je savais que je partais en 86, n'espérions pas gagner les élections. Je voulais absolument le faire et je le dis comme illustration de la difficulté de réformer en France quand il s'agit du carcéral, que comme nous n'avions absolument plus d'argent dans le budget, absolument plus, j'ai dit bon, nous avons de quoi installer la télévision, nous n'avons pas de quoi l'entretenir. Alors on demandera pendant 1 an aux détenus qui ont des télévisions de payer une redevance très modeste. Mais il va de soi que l'année d'après, ça devait être supprimé. Eh bien, au jour où je vous parle, on continue à prélever sur les ressources du détenu qui proviennent de son travail ou sur ce que sa famille lui envoie, une redevance télévision qui est, à mon sens, très élevée par rapport à la qualité de la télévision dans la cellule. Voilà comment vont les choses. On pourrait quand même, tant où nous sommes, mettre la télévision dans les cellules sans prélever un abonnement mensuel. Je pense qu'il faudrait faire un appel au public pour qu'il envoie ces télévisions qui seraient d'ailleurs de meilleure qualité dont il ne se sert plus dans les prisons comme on le fait pour les livres. Alors, cette condition si saisissante, cette espèce de pesanteur d'un univers carcéral replié sur lui-même, ça me préoccupait tant que je voulais essayer de comprendre le pourquoi de cette contradiction fondamentale. Pourquoi est-ce que cette dernière fonction toujours proclamée, amender, permettre la réinsertion, elle ne se réalisait jamais et que, singulièrement, de 2 siècles d'histoire carcérale, ou presque à cette époque-là maintenant fait, 2 siècles d'histoire carcérale témoignaient de cette contradiction inouïe entre une fin proclamée et une réalité toujours maintenue. J'en ai parlé avec Foucault en 1983, peu de temps avant, il était déjà malade, et il avait été convenu que nous ferions un séminaire aux hautes études sur la prison.
la prison, plus cette fois-ci la prison à sa naissance, mais la prison s'affirmant, la prison républicaine, la prison sous la Troisième République, parce que c'est une époque stable, dans laquelle les républicains arrivent avec des idées très précises, ils savent quelle armée ils veulent, ils savent quel régime ils veulent, ils savent quelle justice ils veulent. Et je me suis dit, mais est-ce qu'ils savaient, est-ce qu'ils avaient planifié quelle prison? Eh bien non, ils n'avaient rien planifié du tout. Et la prison républicaine, nous avons réalisé ce séminaire après la mort, hélas, de Foucault, avec Michel Perrault, avec des spécialistes de tous ordres, psychiatres, des médecins, anciens détenus, des surveillants, bien entendu, des directeurs de prison, pour essayer d'analyser la prison dans sa durée, une institution dans sa durée. Et à l'issue de cela, je suis, après cette expérience personnelle, je suis arrivé à la conclusion que pèse sur l'univers carcéral, pèse sur la prison, ce que j'ai appelé une loi des reins, et que on ne peut pas, dans une démocratie, on ne peut pas améliorer ou transformer la prison et la porter au-delà de ce qu'est la condition du travailleur libre le plus défavorisé. C'est là l'étalon. Pour une raison simple, c'est que le public ne supporterait pas l'idée qu'on puisse vivre mieux en prison que ne le fait celui qui travaille à l'extérieur. Et la réaction s'arrête là, et si vive, que le progrès touche ici sa limite. Et si vous voulez y penser, constatez que dans le seul régime pénitentiaire que je dirais humain et digne, pays respecte à la fois la démocratie et les droits de l'homme dont il se targue, les seuls régimes pénitentiaires que j'ai considérés comme répondant aux finalités évoquées, c'est-à-dire traiter les prisonniers comme des hommes et se préoccuper de leur réinsertion, je les ai trouvés dans les social-démocraties avancées du nord de l'Europe. C'est là, et aussi pour des traditions religieuses, compte tenu de la culture protestante, c'est là, c'est en Hollande, c'est en Suède, c'est au Danemark, c'est dans les pays nordiques, social-démocratie, où la condition est plus égalitaire et plus humaine vis-à-vis de ceux qui ont la condition la plus défavorisée qu'ailleurs, que j'ai visité, connu et admiré certains établissements pénitentiaire et une volonté d'approche tout à fait différente d'autres États, dont le nôtre, malheureusement. Et d'ailleurs, ça, c'est l'illustration positive de la DERA. Si vous voulez une illustration négative, vous regardez le cas des États-Unis. Les États-Unis sont une société extraordinairement intéressante du point de vue carcéral. Vous avez aux États-Unis des prisons dans le nord, les États du nord des États-Unis, l'est, nord-est, dans les vieux États type Connecticut, qui sont des prisons tout à fait convenables. Vous descendez au sud des États-Unis, loi des reins, condition sociale la plus défavorisée, celle du noir américain telle qu'elle est dans sa réalité, et vous avez des prisons d'État abominables. Par conséquent, la loi des reins joue encore là. J'ajoute, je n'irai pas plus loin, que la société américaine, qui a bien des égards toujours l'annonce de ce que va être la nôtre, est devenue une société carcérale, je le dis et j'utilise à dessein le terme, que ne croyez pas ici que je fasse des références que ce cadre m'interdit, je ne ferai pas de politique dans ce décor et en ce lieu, monsieur le directeur, ce n'est pas l'heure ni le moment. Mais les mots de tolérance zéro, mais les mots de troisième condamnation finie, mais la lutte par la prison contre la récidive, aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez une population carcérale de 2 millions de détenus. Je répète, 2 millions de détenus. Si vous le comparez à la population française, nous aurions une population de prisonniers de 400 000 prisonniers. Nous en avons aujourd'hui 60 000, chiffre extrême, 400 000, vous imaginez. J'ajoute que cette population, partout, est toujours prélevée essentiellement sur la population, évidemment, des hommes,
et plus particulièrement des jeunes hommes. C'est entre 18 et 45-50 ans, mais 45 ans, que vous avez le maximum de détenus. Donc, le prélèvement de 2 millions de citoyens ou d'individus aux États-Unis s'est effectué par rapport à cette catégorie particulière d'Américains. Et chacun sait que ce n'est pas le fils du banquier ou de la grande avocate qui garnit les centres de détention américains. Alors, simplement, projeter cela sur la réalité française, 400 000 détenus, qui seraient-ils? Où les prendrait-on? Qu'en ferait-on? C'est une vision sociale que je refuse pour ma part absolument, car elle ajoute la répression à l'injustice de départ. Et elle finit comme on sait. Mais cela méritait d'être rappelé, car c'est une donnée que nous devons conserver en mémoire en tout temps. Alors, la France, la loi d'Airain et la France, ça jouait beaucoup au XIXe siècle. Michel Perrault en parlera avec toute son érudition et son talent. Quand je regarde, je tourne la page sur mon temps, il est révolu. Quand je regarde ce qui est advenu, je me dis oui, elle a joué aussi, elle a continué à jouer. Il y a eu des progrès, car on ne sait pas assez que même avec le chômage que nous connaissons, même avec les difficultés concernant notre taux de croissance, le progrès de conditions à un rythme beaucoup plus lent, hélas, que dans les 30 Glorieuses, a continué en France dans les 20 dernières années. Mais il a été très lent et peu réparti. Mais on le constate, il y a eu des progrès, mais des progrès moins rapides que ceux de l'ensemble de la population. Alors, où je les situerais? Dans un domaine essentiel, dans deux domaines. Le domaine de la solidarité, et je tiens à le dire, la loi de 94 qui a été prise a donné, a affilié au régime général de la sécurité sociale l'ensemble des détenus. C'est une réforme très importante, avec notamment, s'agissant des prestations assurance maladie et maternité. Donc, vous avez des détenus qui aujourd'hui bénéficient de la sécurité sociale. C'est une loi de 94, je rends témoignage au gouvernement de M. Balladur sur ce point. Vous avez un grand progrès en ce qui concerne la médecine, suffisant bien des égards par le nombre d'infirmiers, et surtout, j'y viendrai, insuffisant en ce qui concerne une certaine population pénale, mais indiscutable. Vous avez des progrès. Pourquoi? Parce que l'assistance publique, maintenant, assume la gestion complète, comme lisible dès 83, du système, et qu'il s'est nettement amélioré. Il y a bien encore une médecine carcérale, mais c'est la médecine des spécialités, des maladies spécifiques qui sont liées à l'emprisonnement. Ce n'est plus une médecine de sous-homme, celle qui existait encore avant 1981. Et puis, vous avez eu la loi de 98 sur le suivi socio-judiciaire en matière de délinquants et de criminels sexuels. Malheureusement, très bonne loi, malheureusement, qui n'est pas assez mise en œuvre, faute de moyens, car la pauvreté est considérable dans ce domaine. Nous n'avons pas assez ni de juges de l'application des peines, ni d'agents de probation. Le chiffre est dérisoire par rapport au nombre de gens en prison, avec toutes les conséquences. La sortie de prison ne s'effectue pas dans les conditions où elle devrait, et Dieu sait que socialement et collectivement, nous en payons les conséquences. Et puis, des constructions de prisons, ce programme sur lequel je reviendrai. Alors, ce que je voudrais à cet instant marquer, c'est qu'au cœur du problème de la prison et au cœur du problème de la réforme de la prison, vous rencontrez toujours structurellement un obstacle qui est celui de la surpopulation pénale. Il y a trop de prisonniers à l'intérieur de prisons ou de certaines prisons. Le contenu par rapport au contenant, vous êtes toujours dans une équation défavorable, avec toutes les conséquences que cela entraîne, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de réformes, mais dont je voudrais que vous perceviez bien qu'elle est particulière, et je dirais presque particulière à la France. Quand on regarde, chiffre global, la surpopulation pénale, c'est
un phénomène constant, sauf sous la Troisième République, parce que le grand avantage marqué par la Troisième République jusqu'en 1925, c'est qu'on avait réduit considérablement le taux des prisonniers. N'oublions pas que la transportation fonctionnait encore, la relégation outre-mer. Cela permettait d'évacuer un certain nombre de détenus qui seraient aujourd'hui en centrale. Et puis parce que la délinquance, pendant la période notamment des années 20-31, n'était pas très importante. Mais je marque simplement, en laissant de côté les grandes pointes comme la période de l'occupation et la période de la libération et de l'épuration, on avait atteint 60 000 détenus. Aujourd'hui, je donne les chiffres avec précision, nous sommes dans la situation suivante, indiscutable hausse depuis 3 ans, de 2001 à 2004, ça a atteint, en ce qui concerne les entrées, on a une augmentation, un accroissement du nombre d'entrées en détention de 26% en 3 ans, ce qui est considérable. L'apogée, si je puis dire récente, a été à 63 562 détenus, 63 562 qu'on a immédiatement d'ailleurs réduit parce que la tension était extrême grâce à une grâce collective présidentielle du 14 juillet extrêmement généreuse, très généreuse, et on a stabilisé. Je dirais qu'aujourd'hui, vous pouvez considérer que nous oscillons aux environs de 60 000 détenus. 60 000 détenus en France et un taux d'occupation qui est de environ 118%. C'est-à-dire qu'il y a 20% de plus, à peu près, 18-20%. On peut dire, ça peut se régler de par cellule, c'est pas terrible, il y a eu des périodes à 160%, et quelquefois plus. Mais la moyenne ici est tout à fait trompeuse, car on ne doit pas dire la prison. En réalité, ce sont des prisons. Ce sont des établissements différents avec des populations pénales différentes. Vous avez au sommet de la hiérarchie des peines les criminels condamnés à de très longues peines, 20 ans, 30 ans, perpétuité, nombre croissant d'ailleurs. Ces criminels sont dans des centrales. Au niveau au-dessous, vous avez les centres de détention pour les peines d'emprisonnement, 5, 7, 10 ans, de 3 à 10 ans, 2 à 10 ans, disons. Et là, vous avez une population pénale dans ces deux types d'établissements importante, mais pas de surpopulation. Ce serait une erreur de le croire. C'est une erreur de croire, j'ai même très précisément vérifié les chiffres, je savais qu'il n'y avait pas de surpopulation pénale, mais je dirais même que j'ai constaté que s'agissant des centrales, 2110 détenus, et des centres de détention, 15 600, je rappelle qu'on est à 60 000, eh bien, en fait, vous aviez plus de places disponibles que de détenus. Et que notamment, s'agissant des centrales, il y a 6% de places qui demeurent inoccupées pour des raisons diverses, transferts, etc. Et nous ne sommes pas en état de surpopulation. Et c'est une nécessité. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas, sous peine d'une explosion, et dans une centrale, une explosion, c'est terrible, pour des hommes qui sont condamnés à perpétuité ou à 30 ans, lorsque, comme on dit, ils montent sur le toit, on sait, on a des expériences pas si lointaines, avec de véritables émeutes carcérales, des hommes qui considèrent qu'ils n'ont rien à perdre. Donc, il faut y prêter la plus grande attention. Donc, il est hors de question, sauf s'il y a demande de la part du condamné, qu'il soit deux dans une cellule. Hors de question. Trop dangereux. Donc, vous avez une volonté, une nécessité, pas de surpopulation. C'est ce qu'on appelle en vérité un numerus clausus. On ne prend jamais dans les centrales plus qu'ils ne peuvent contenir. On les met ailleurs. La politique est identique dans les centres de détention, avec un peu plus de plasticité. Ici, on est à un niveau de 15 600. Mais la conséquence de cela, c'est que, en réalité, toute la surpopulation pénale en France se concentre dans les maisons d'arrêt. Et les maisons d'arrêt,
dans leur fonction d'origine, elles ne sont légalement destinées qu'à ceux qui sont en détention provisoire, les prévenus. Je rappelle que la loi les présume innocents, mais ils représentent le tiers de la population pénale française. Ils sont dans des maisons d'arrêt, mais pas dans une centrale ou un centre de détention, quelqu'un qui n'a pas été condamné, auxquels devraient s'ajouter seulement les courtes peines d'emprisonnement jusqu'à 1 an. En réalité, rien de tel. Rien de tel, et vous avez dans ces maisons centrales, alors, une promiscuité, une surpopulation variable selon les maisons d'arrêt, mais terrible dans certains cas, et des taux de ce que j'évoquerai tout à l'heure qui entraînent des conséquences qui sont humainement et socialement désastreuses. Humainement, parce que dans une maison d'arrêt, vous n'avez pas la possibilité, vraiment pas la possibilité réelle dans une maison d'arrêt, de faire travailler un détenu. Difficile déjà de le faire étudier. Le temps possible, disponible pour la sortie est réduit. Les activités sportives, à cause de l'entassement, sont restreintes. Sont consacrées d'ailleurs essentiellement à la musculation. Je fais remarquer l'autre jour à un éminent membre de l'administration pénitentiaire que je trouvais pour ma part que le yoga était préférable pour les détenus à la musculation et surtout à la pratique des arts martiaux. Je ne vois pas la nécessité qu'ils sortent maître ceinture noire de judo. Je trouve que vraiment le yoga est mieux adapté et qu'il vaut mieux dans ces conditions carcérales chercher à être zen qu'à gagner une compétition d'arts martiaux. Mais laissons cela de côté. C'est dire que la condition de vie est très difficile en ce qui concerne la vie dans le jour. La nuit, c'est évidemment pire. Vous devez mesurer aussi que le plus souvent, vous n'avez que 2 heures dehors. Alors, à cet égard, danger social majeur. Pourquoi ? Parce que dans une maison d'arrêt, vous avez, même si on essaye de les séparer, mais c'est impossible dans la réalité, quelquefois jusque dans la même cellule, des délinquants primaires et des condamnés, des délinquants pour des infractions mineures et des vieux chevaux de retour. Vous avez des jeunes et des moins jeunes, des professionnels du crime et ceux qui arrivent pour la première fois en prison. Et quand on utilise le vieux cliché, la prison, foyer de la récidive, la prison, séminaire du crime, et qu'on voit la réalité des maisons d'arrêt, quel que soit, et je tiens à le dire, le dévouement est considérable dont fait preuve l'administration, font preuve un grand nombre d'agents de la pénitentiaire, et les visiteurs qui viennent, et les médecins qui y sont, quel que soit le dévouement des intervenants, vous ne pouvez pas empêcher ni cette promiscuité désastreuse, ni les conditions de vie qui sont tout simplement insupportables. Je vais vous donner les références. Je regarde, il y a 234 maisons d'arrêt en France. 234. Alors, 234 maisons d'arrêt, ça veut dire, très exactement, 68 d'entre elles, taux d'occupation entre 130 et 150%. 51 d'entre elles, taux d'occupation 150 à 200%. Et 13 d'entre elles au-dessus de 200%, tel que la prison conçue pour 100, vous avez 230 détenus. Le résultat est là. Nous avons de multiples rapports, des constats que j'évoquais, j'en donne quelques indications. Juillet 2005, je prends exprès des exemples les plus récents. Maison d'arrêt pour femmes, Montluc, Lyon, 4 détenus vivant dans une cellule de 9 mètres carrés, 3 lits superposés, la nuit venue, la 4e sur un matelas. Impossible de bouger. Vous imaginez ce que cela signifie. Saint-Joseph, toujours à Lyon, taux d'occupation 225%. Maison d'arrêt de Poitiers, je cite, commission de surveillance, les affectations en cellules, au regard des critères légaux, sont devenues impossibles, c'est-à-dire qu'on mélange les multirécidivistes avec les primaires et les prévenus avec les condamnés. Les personnes incarcérées ont des profils hétérogènes. Les faire cohabiter à 3 par cellule, et ça, c'est plus de 20 heures par jour, génère des tensions internes graves par manque de place.
Même constat à Rodez. Rodez en est encore, faute de moyens, à la politique des dortoirs. Et alors, je cite, avec la promiscuité, la différence d'âge et d'origine, les fumeurs et les non-fumeurs, et tous les problèmes d'hygiène. Car la question, évidemment, de la douche dans la cellule, ce qui est la règle des prisons actuellement construites, et des toilettes dans la cellule, en réalité, ici, il a fallu cloisonner, j'y ai veillé quand j'ai commencé, la toilette pour 3 latinettes, pour 3 ou 4. Je n'insiste pas, mais c'est la réalité humaine quotidienne. Pendant des mois, les mêmes constats, Perpignan, Bordeaux-Gradignan, Nantes, Chambéry. À Chambéry, la maison d'arrêt conçue pour 75 places accueille 172 détenus. Et les surveillants en sont, et ils le soulignent, aussi les victimes, ils ressentent aussi les effets de cela. Je lis le rapport déposé par la CGT pénitentiaire. Nous travaillons dans l'urgence permanente, parents au plus pressé. Les situations de crise sont de plus en plus fréquentes. La promiscuité, difficilement vécue en cellule, n'a fait que s'accroître pour entraîner une envolée de violence entre les détenus et par conséquent détériorer les conditions de travail des surveillants. Et il ajoute, je leur laisse l'adjectif, et leur capacité à gérer l'innommable. Mais ce qui est vrai, ce qui est certain, c'est que la tension qui naît de la vie en commun dans des espaces comme cela, en dehors de l'angoisse carcérale, engendre inévitablement la violence. Et la violence entre détenus est un phénomène qui va en ce moment croissant. Selon l'Observatoire international des prisons, on a vu s'accroître à la fois les violences collectives, le refus de réintégrer les cellules, ou les RICS, entre 2000 et 2004, accroissement de 155% des incidents. Les agressions contre le personnel ont augmenté de 53% dans les 4 dernières années. Et ce qui est inévitable, le taux de suicide dans les prisons françaises est aujourd'hui un des 2 ou 3 les plus élevés d'Europe. On se suicide 7 fois plus dans les prisons qu'à l'extérieur, et le plus souvent, ce sont d'ailleurs les plus jeunes et à leur entrée. Alors, bien que, répondant à une question écrite, le garde des Sceaux a tenu à dire qu'on n'avait jamais établi une corrélation entre les conditions de détention et le taux de suicide, c'est une proposition que pour ma part, je ne reprendrai pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que non seulement vous avez à l'intérieur de ces maisons d'arrêt ces données que j'évoquais, mais c'est que la population pénale a changé, mais vraiment changé par rapport à mon temps lorsque j'étais à la chancellerie. Nous nous trouvons en présence d'une population singulièrement différente depuis 25 ans. Et quand je regarde celles qui existent depuis les 2 dernières décennies, et particulièrement dans la dernière décennie, elle est caractérisée par des traits nouveaux. D'abord, il faut le savoir, vous avez une proportion de plus en plus importante de psychopathes, et de psychopathes souvent dangereux. Pourquoi ? Parce que, pour des raisons qui tiennent à la fois à la vision qu'ils ont de leur mission et à la condition particulière de la détention, les médecins experts, au moment de l'analyse de est-ce que le prévenu ou l'accusé agit en état, ce qu'on appelait jadis la démence, disons en état d'irresponsabilité pénale, hors de lui-même, hors de sens, certains diraient dément, la réponse, par rapport à il y a 20 ans, n'a cessé de se réduire. C'est-à-dire que le nombre de ceux qui sont déclarés irresponsables pour avoir agi hors de leur contrôle, en état de démence, n'a cessé de décroître. Du coup, évidemment, on a moins de psychopathes dangereux à l'intérieur des hôpitaux psychiatriques. Mais où vont-ils ? En prison. Or, qui s'occupe d'eux quotidiennement ? Certainement pas des infirmiers, les personnels. Et les personnels pénitentiaires n'ont pas été formés à être des infirmiers pour de grands psychopathes. Et je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, étant à la maison d'arrêt de Nanterre, je me disais, vous savez, moi j'ai peur à chaque fois que j'ouvre la porte de la cellule.
Donc on a une population sur ce point, évidemment, très anxiogène et très difficile. Vous avez aussi, autre caractéristique de notre temps, l'accroissement considérable, évidemment, de toxicomanes. De toxicomanes consommateurs vendeurs ou de toxicomanes qui sont simplement, eux, des consommateurs qui commettent d'autres infractions, pas vendeurs de drogue, mais d'autres infractions. Mais le résultat est qu'ils rejoignent presque la première catégorie de psychopathes parce qu'ils sont difficiles, état de crise parfois, et que du même coup, la drogue, l'entrée de la drogue et la circulation de la drogue sont une des préoccupations majeures de l'administration pénitentiaire. S'ajoute une caractéristique nouvelle que je n'aurais jamais prévue, de première encore, mais la première, troisième, c'est l'extrême importance de la population de délinquants et criminels sexuels dans les prisons françaises. Nous sommes aujourd'hui à 25% de condamnés à des peines criminelles ou à de longues peines correctionnelles qui sont des criminels ou des délinquants sexuels, pour de multiples raisons. Multiples raisons, parce que d'abord, enfin, les victimes se plaignent, et par conséquent, le nombre de poursuites est beaucoup plus grand. Deuxièmement, chacun le conçoit, parce que quand la victime se plaint, très communément qu'il ne s'agit pas d'un viol pratiqué par un serial violeur, vous comprenez, ce qui se rend dans la nuit, mais là, il y a toujours plainte. Mais quand c'est une affaire de famille ou par rapport à une relation d'amitié ou quelqu'un qu'on connaît au travail, on désigne l'auteur, le taux d'élucidation, qui est le caractéristique d'un succès judiciaire, surtout policier, ici dépasse les 80%. Le violeur est presque toujours identifié, sauf quand il est le rôdeur nocturne, qui n'est pas, je le répète, de très loin la catégorie la plus nombreuse. Et ils sont condamnés à des peines de plus en plus longues, de plus en plus sévères, sous le double action de, je dirais, la flétrissure sociale de plus en plus grave qui s'attache au viol, et qui pèse évidemment sur les délibérations des jurés, conscients de la gravité du crime, et sur l'action, évidemment, des associations et des partis civils, notamment des associations féministes, qui, en l'occurrence, demandent avec la dernière fermeté des peines de plus en plus fermes. Le législateur suit. Nous avons, je l'indique, aujourd'hui probablement la justice, ou du moins la pénalité la plus lourde qui existe en Europe s'agissant des crimes et atteintes sexuelles. Dans ce domaine, on va toujours plus loin. Alors, le résultat, comme on a aussi allongé les délais de prescription, on presque des crimes contre l'humanité, c'est que vous avez des affaires qui remontent à 15 ans. Les hommes qui ont commis ces actes avaient à l'époque 30, 40 ans, on pense des hommes par rapport aux enfants de leur seconde femme ou leur première femme. Ils sont condamnés à 20 ans, parfois à 30 ans. L'affaire se révèle 10 ans après les faits, quand la fillette est devenue grande. Vous avez une population pénale de 60, 65, les gens de plus en plus vieux en prison pour des peines de plus en plus longues. Et là, vous rencontrez l'autre problème, qui est la gériatrie. Et les surveillants personnels vous disent, nous, on n'est pas là pour servir d'infirmiers de vieux criminels ou de vieux délinquants sexuels. Et puis, lié à cela, il faut le mesurer et le savoir. Ce que l'opprobre, la flétrissure sociale, tellement aujourd'hui marquée par rapport au temps lointain où je commençais l'exercice professionnel, s'agissant des violeurs, elle joue aussi en prison. Et les violeurs, les délinquants sexuels, sont en prison très fréquemment l'objet de sévices, l'objet de traitements très durs de la part des autres détenus, et notamment le viol à l'intérieur des prisons est une pratique presque occultée, enfin, pas aussi réprimée qu'elle l'est, mais qui est constante, avec tous les problèmes que cela pose. Donc, ça ajoute à cette champ de tension et de violence que j'évoque, et qu'est la prison contemporaine. Alors, ça voudrait dire en clair que pour traiter cette population pénale à certains égards, si nouvelle, il faudrait avoir des établissements spécialisés. Aujourd'hui, on a un classement
qui remontent au code pénal. En haut, les centrales pour les condamnés pour les crimes les plus graves, puis comme je le disais, les centres de détention, enfin, les maisons d'arrêt pour les très courtes peines, en théorie. Mais c'est plus ça qu'il faut. Il faut en réalité, selon les catégories que j'évoquais, ce qu'il faudrait, c'est des prisons asiles psychiatriques, entre les deux. Ce qu'il faudrait, c'est des établissements spécialisés pour les délinquants sexuels. Ce qu'il faudrait, c'est des mesures en ce qui concerne les délinquants âgés, car l'âge est là pour tous, y compris pour les détenus. Et ce qu'il faudrait pour les jeunes, c'est évidemment des prisons formatrices. Je n'ose utiliser le terme de prison-école. Ces prisons-là, nous ne les avons pas, nous les aurons. Demain, toujours, on aura en matière pénitentiaire, on y pense, on fait des projets, on les annonce, je pense qu'elles verront le jour, au moins en ce qui concerne les hôpitaux psychiatriques. Mais quand? Et en attendant, il faut gérer. Et pour réussir à ce que ce temps de prison ne soit pas le temps mort qu'il est trop souvent, il faut des médecins, des psychiatres, des psychologues. Il faut des agents de probation pour trouver des emplois pour la sortie. Et sur ce point, nous sommes en état de dénuement. Je ne vais pas reprendre les chiffres, mais le budget pénitentiaire qui s'annonce, même accru, ne pourvoira pas aux nécessités. Donc, telle est la condition carcérale dans sa réalité. Telle est la mesure. J'évoquais les mesures prises. C'est vrai qu'un effort considérable a été fait dans les dernières années, dans les 15 dernières années, pour accroître le nombre de places disponibles. Le plan 13 000 de M. Chalandon, poursuivi par M. Arpaillange, le plan des 4 000, initié par M. Meignery et achevé par Mme Guigou, le nouveau plan de 12 600 places qu'on annonce, qui est prévu dans la loi Perben 1, tous ces plans et ces constructions, cela est bien, notamment ça a amélioré sensiblement en ce qui concerne les mineurs, mais ça ne règle pas le problème de la surpopulation pénale au niveau des maisons d'arrêt, et cela ne pourvoit pas à ce que j'évoquais, c'est-à-dire la nécessité de reconsidérer la prison dans sa réalité humaine, telle qu'elle est. Et ça, ce n'est pas seulement des cellules en plus, même si ça permet une politique pénale que nous connaissons, mais ce n'est pas mon objet aujourd'hui. Alors, dans cette situation, je pense qu'il faut en revenir à des évidences très simples et toujours perdues de vue. La première, c'est que telles que sont les prisons, depuis l'origine, mais telles qu'elles sont aujourd'hui, avec leur surpopulation et au niveau des maisons d'arrêt en particulier, avec leur promiscuité détestable, eh bien, ce sont des foyers de récidive et non pas des lieux où on prépare la réinsertion sociale. Et à cet égard, la prison ne remplit pas sa fonction. Et c'est une société aveugle que celle qui s'indigne de la récidive et ne prépare pas en amont les moyens de lutter contre elle. J'ajoute que le Conseil de l'Europe, justement, fort de l'expérience européenne comparée, rappelle que ça n'est pas dans l'accroissement indéfini du nombre de places en prison et dans une population pénale sans cesse accrue qu'on trouve les moyens de la lutte contre la récidive, tant qu'on le peut. Autant qu'on le peut, au regard évidemment de la gravité des infractions et de la dangerosité du délinquant, mieux vaut, on le sait bien, le sursis avec la mise à l'épreuve. Mieux vaut la peine de substitution au travail d'intérêt général que les courtes peines pour les délinquants pour quelques mois où ils ne feront que connaître et rencontrer ce que j'évoquais tout à l'heure. Même chose pour les libérations conditionnelles, même chose pour les semi-libertés. Tout ce qui prépare la réinsertion est utile, même si inévitablement, comme il y avait jadis des ruptures de banc, vous aurez toujours des criminels qui récidiveront en libération conditionnelle. Cela est insupportable pour les parents des victimes, odieux à l'opinion publique, mais celui qui regarde l'ensemble se dit attention, car le tout carcéral
c'est la multirécidive. Et sur ce point, je pourrais dire que la prison française est multirécidiviste. Alors, deuxième évidence, le détenu, là aussi, on lui dit, on croit que quand il est entré en prison, c'est pour toujours, pas du tout. Il est voué à ressortir, à plus ou moins longue échéance, quelquefois à très longue échéance, mais en dehors de ceux qui se suicident et en dehors de ceux très peu nombreux qui meurent en prison, parce que généralement on les envoie à l'hôpital avant, ils sortent. C'est-à-dire que le détenu, j'évoquais sa réclusion, n'est qu'un exclu temporaire. Le détenu va réintégrer la société des hommes libres. Il sera à nouveau parmi nous. Et cette simple évidence-là est comme repoussée, rejetée, effacée. C'est-à-dire que, il faut préparer la sortie. On dirait même, je dirais même, qu'il devrait y avoir un plan dès le moment où on met le pied en prison pour ce qui va se passer à la fin de la période. Et que tout l'effort devrait être là. Les personnels et les éducateurs le font dans la mesure du possible. Mais au regard des facteurs d'accompagnement, des facteurs de prévention, c'est totalement insuffisant. Et là, ça se retrouve aussi au niveau changement, au niveau du taux de récidive. Alors, ces deux évidences constatées, même si on pratiquait cette seule politique pénale utile que j'évoquais tout à l'heure, cette seule politique pénitentiaire en laquelle je croirais que je prendrais sans relâche, mais sans, il faut le dire, mesurer toujours le succès obtenu, c'est le moins qu'on puisse dire, litote, je dirais que ça ne résoudrait pas le problème de la condition des détenus, le problème du traitement des détenus, le problème de la prise en compte du détenu. Et je suis arrivé maintenant à la conviction, et je tiens à le dire ici, cher monsieur Loiret-Toulouse, vous voyez qu'il faut un renversement radical de perspective. Que si nous voulons réellement, pour des raisons de principe, de dignité humaine, et dans notre intérêt à tous, au regard des exigences de la sécurité, transformer les prisons, il faut inverser la perspective. Le détenu, il faut revenir à cette considération première, le détenu est un être humain, un homme ou une femme. J'indique au passage qu'il est essentiellement un homme. La proportion de détenus dans les prisons françaises, femmes, c'est 4,8% de la totalité des détenus. De la même façon, je ne parlerai pas ce soir des prisons pour mineurs, question passionnante, mais il faut savoir que cela représente quelques centaines de mineurs détenus, peut-être trop, mais en tout cas, cela est un aspect particulier. Ce n'est pas la masse. La masse, ce sont des détenus, hommes de l'âge que j'ai évoqué. Alors, s'agissant des détenus, femmes ou hommes, peu importe, à l'origine, au moment des grands débats, en 1791, quand les constituants instituaient la prison comme peine et y voyaient l'avenir pénitentiaire, que ce soit le Grand Duport, Adrien Duport, qui était la grande autorité à l'époque, ou le Pelletier Saint-Fargeau, deux très grands parlementaires de l'Ancien Régime, eh bien, l'un et l'autre disaient, et j'ai retrouvé le texte de Duport dans la discussion en 1789, la première version du projet de code pénal, ne l'oubliez jamais, le détenu conserve tous les droits de l'homme. Et il ajoutait, et certains de ceux du citoyen. Mais pensez-y, ce n'est pas parce qu'on est en prison qu'on cesse d'être une femme ou un homme. On est simplement soumis à des exigences de sécurité et quelquefois du fait de la condamnation, l'on ne jouit plus de ce droit de vote ou l'on ne jouit plus de certains droits civils, par exemple la déchéance de la puissance paternelle en matière de viol. On comprend pourquoi. Donc, en dehors de ce que la loi et le jugement ont retiré, vous avez affaire à un être humain qui est placé dans un lieu pour y subir une peine, mais il demeure un être humain titulaire de tous les droits de l'homme. Et si vous le considérez comme tel, vous avez à ce moment-là, dans le problème pénitentiaire, deux impératifs
qu'il va vous falloir concilier. Vous avez un impératif qui tient à la condition évidente du détenu. Il est enfermé. Il est enfermé, et dans ce lieu d'enfermement, il faut évidemment des mesures de sûreté, et parce qu'enfermé, il ne doit pas regagner l'extérieur sans que la justice l'ait autorisé, et deuxièmement, parce qu'il faut qu'entre détenus ne règne pas la violence que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a ici des impératifs de sécurité. Et il faut qu'ils soient respectés. Mais au regard de cet impératif-là, qui engendre les pratiques disciplinaires que l'on connaît, vous avez l'autre impératif, celui qui est le fondement même de notre société, je dirais presque de notre civilisation, la reconnaissance des droits de l'homme. Si vous regardez le détenu, à part les obligations de sécurité telles qu'elles doivent être interprétées, et que vous prenez les droits fondamentaux de la personne humaine, mais vous avez tout de suite un éclairage différent sur la prison. Mais dans les droits fondamentaux de la personne humaine, vous avez, je n'ai pas besoin de le rappeler, le droit à être logé décemment. Il est d'ailleurs un droit constitutionnel, et ça interdit la prison pourrissoire, comme ça interdit la promiscuité à 3 ou 4 dans une cellule de 9 mètres carrés. Vous avez le droit à être soigné, tout être humain a droit à être soigné, et vous avez l'exigence aujourd'hui à respecter, sauf en ce qui concerne l'aspect psychiatrique, des soins aux détenus. Vous avez le droit au respect pour tout être humain de son intimité et de sa dignité. Qu'est-ce qui reste comme intimité, comme dignité, à 3 dans une cellule de 9 mètres carrés, 22 heures sur 24? Je vous pose la question, et je pourrais continuer. Droit à l'information, ça veut dire la radio, ça veut dire la presse, ça veut dire, sous réserve des règles de sécurité, car là le problème est techniquement complexe, le recours au téléphone. C'était facile quand il y avait des postes fixes. Nous les avions instaurés pour la première fois, communication des détenus avec l'extérieur, mais le poste était fixe et ne présentait pas les mêmes problèmes que les téléphones mobiles d'aujourd'hui, pour la sécurité, évidemment. Mais le droit à l'information, et je pourrais ainsi énumérer tous les droits fondamentaux et dire ils doivent trouver leur expression dans la prison, y compris le droit reconnu à la formation, y compris le droit reconnu à l'enseignement. Alors, si vous réaxez la prison, que vous faites du détenu d'abord un sujet de droit et ensuite soumis, ce qui est nécessaire, aux exigences de la sécurité et de la sûreté, d'un seul coup, votre vision de la prison change. Vous n'avez pas d'abord un surveiller et punir. Vous avez un lieu dans lequel il doit demeurer, soumis à des contraintes et à des exigences qui sont sévères, je dirais austères, mais toujours en prenant en compte ce dont aucun individu, aucun être humain ne doit être dépossédé. Et j'ai assez évoqué ces droits pour ne plus y revenir. Et le regard sur la prison changeant, la prison changerait. Et je dirais même que le détenu, cessant d'être considéré comme objet de discipline, soumis à une discipline carcérale, mais comme titulaire de droit, évidemment, comme titulaire de droit, mesurera que la loi n'est pas seulement pour lui ce qu'il a envoyé là et qui pèse sur lui, mais aussi sa protection. Et, car il faut être précis, tout cela appelle quoi? Simplement ce qui est demandé par temps et temps, c'est-à-dire promptement une grande loi pénitentiaire qui définisse les principes fondamentaux du régime des prisons et surtout reconnaissent le détenu comme un être humain titulaire de droits fondamentaux, et on sait que constitutionnellement, la loi, et encore moins le règlement, ne peuvent les altérer au-delà d'un autre impératif et d'une nécessité strictement exprimée de la sécurité. Alors, cette exigence, la loi pénitentiaire, enfin une loi pénitentiaire française, disant voilà les missions de la pénitentiaire et voilà ce que doit être reconnu comme droits fondamentaux avec leur exercice possible. J'ai dit les instances européennes, le Parlement européen a voté une résolution en ce sens pour tous les pays membres de l'Union, 98.
La commission présidée par le premier président Canivet sur la réforme pénitentiaire en 2001 demande une grande loi pénitentiaire. Elle a été annoncée par Mme Guigou, Mme Lebranchu, mais elle n'a pas été soumise à temps au Parlement. La loi Perben 1 de 2003 a dit, nous sommes en 2005, à l'aube de 2006, le gouvernement présentera une loi d'orientation pénitentiaire précisant les missions données à la prison. Déjà, ça me paraissait un intitulé sur lequel je m'interrogeais. Mais nous n'avons rien de tel. Rien de tel. Et le temps passe et je connais les fins de législature. On pense plus aux électeurs et aux élections qu'on ne pense à la condition pénitentiaire. L'urgence politique n'est jamais là. Alors, le Conseil national consultatif des droits de l'homme a publié une étude tout à fait remarquable récemment, dans laquelle aussi il souligne la nécessité d'une loi qui rappelle, et je cite, que le détenu en prison demeure une personne humaine dont les droits fondamentaux ne peuvent être méconnus, un citoyen qui peut être privé de certains droits, mis à l'écart du reste de la société, mais demeure un citoyen. À cela doit s'ajouter, une fois les droits définis, une instance de contrôle, et cette instance de contrôle, elle ne peut être qu'une autorité indépendante. Dieu sait qu'il y a à cet égard une pléthore d'instances qui ont droit d'accès aux prisons et qui sont censées la surveiller. Ils peuvent y entrer, magistrats, le juge d'instruction, le juge d'application des peines, le président de la chambre d'accusation, le premier président de la cour d'appel, le procureur de la République, le juge des enfants. On a les autorités administratives, le préfet, les directeurs régionaux des services pénitentiaires, les inspecteurs. On a des autorités politiques. Tous les parlementaires peuvent aller en prison. Vous ne les y trouverez pas tous les jours. Vous avez des autorités indépendantes. Je les ai nommées, les organisations internationales, le Conseil de prévention de la torture. Il y a ainsi des instances qui ont accès à la prison, mais leur mission, parce que les fonctions s'enchevêtrent et que les pouvoirs ne sont pas clairement délimités, cette, multiplicité d'instances aboutit à ce que de contrôle effectif, il n'y a pas assez, et que le contrôle ne peut être que par une autorité indépendante extérieure à la prison. Toujours le regard du dehors porté sur la prison. Tout monde clos sécrète ses pratiques, et tout monde clos sécrète ses propres rites disciplinaires. Et si vous voulez arriver à transformer la prison, il faut non seulement, comme je le disais, changer l'optique, mais assurer le respect de ce qui est prescrit. Et à cet égard, quel que soit le mérite des instances disciplinaires actuelles, cela s'est révélé insuffisant. Donc, organe de contrôle, un contrôleur général des prisons nommé en Conseil des ministres, personnalité indépendante, on peut trouver aussi d'autres formes, peu importe la forme, pourvu qu'on ait une autorité externe, extérieure à la prison, et qui assure le respect des normes en fonction de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, simplement le respect des droits fondamentaux. Alors, vous avez enfin ce qu'on évoque, et on a raison, notamment le médiateur actuel, M. Deloy, est très attaché, mais pas seulement. Lui, ça se trouve dans les rapports du Sénat, dans la proposition de loi votée par le Sénat, les médiateurs à l'intérieur des prisons, pour apaiser les conflits inévitables quotidiens, les revendications, souvent mal fondées, mais parfois justes, des détenus, ou les tensions entre surveillants et leurs supérieurs. Bref, ce monde confiné qui est si tendu et si prompt, je le dirais, à la violence, eh bien, pour réduire cette densité, pour apaiser ces climats et pour résoudre les problèmes, la médiation est certainement une des procédures les plus utiles. Elle est faite beaucoup, notamment dans les prisons du nord de l'Europe. L'ombudsman est une spécialité nordique, on le sait. Dans les prisons actuelles, on tente, à la demande du médiateur et par accord avec le garde des Sceaux, ce que je trouve fort bien, une insertion de médiateurs dans chaque prison, mais ils sont plus là pour intervenir dans les rapports du détenu avec l'extérieur, concernant par exemple ses droits sociaux, les problèmes de tous ordres, sa famille, etc., garanties de tous ordres, que pour le monde carcéral lui-même. Et il faut à cet égard
pourvoir à des instances de médiation en prison. Alors, je vous ai entraîné là sur des terres qui sont peut-être parce que elles sont si à la fois cruelles à évoquer, si nécessaires à connaître, sur des terres qui peuvent surprendre, qui deviennent un peu techniques à la fin de mon propos. Mais les grandes lignes de la réforme sont là. Vraiment, vraiment, c'est plus que je ne l'ai jamais éprouvé à portée de notre main. Vraiment, ce renversement de perspective, réintégrer dans l'état de droit le monde carcéral entier, par la grande loi pénitentiaire, par la reconnaissance des droits fondamentaux de toute personne humaine appliquée cette fois-ci aux détenus, par la formulation d'un contrôle extérieur, indépendant, par aussi ces expériences de médiation, tout ce qui brisera enfin l'opacité du monde pénitentiaire permettra, je le pense, d'avoir les moyens matériels, les moyens budgétaires qui ne sont que si parcimonieusement accordés à cette institution. Il n'y a pas, à mon sens, d'autre voie possible. Et je dirais que à chaque lecture de chaque rapport qui vient censurer la France, toujours si prompte à se proclamer patrie des droits de l'homme, à chaque fois que, comme avant l'abolition, quand j'allais dans les congrès internationaux et on me disait mais quoi, la France n'a pas encore aboli, et je disais non, pas encore, mais ça va venir, et bien je dis de la même façon, ce n'est pas possible d'admettre ce qui est une indignité nationale, quels que soient les efforts des uns et des autres, et je pense au personnel pénitentiaire et aux médecins pénitentiaires, quel que soit ce que peuvent tenter de faire les gardes des Sceaux successifs, ça n'est pas assez. On est maintenant, si à juste titre, préoccupé de sécurité quotidienne, de lutte contre la récidive. Laisser les prisons telles qu'elles sont, c'est une forme extraordinaire de cécité et d'inhumanité. C'est comme si les murs de la prison séparaient ceux-ci, les détenus, pour toujours de l'extérieur. Quel errement! Alors, après cela, qu'on en fasse une cause nationale, moi je le souhaiterais, mais je ne peux pas m'empêcher, avec une certaine mélancolie, de me dire que, autant que je m'en souvienne, sauf une fois, aucun président de la République, contrairement à ce qui était l'usage sous l'Ancien Régime de visite des prisons, de monarques républicains n'y vont jamais. Sauf le président Giscard d'Estaing, je lui rends ce témoignage, encore a-t-il marqué qu'il s'agissait d'une maison d'arrêt, qu'il avait serré la main d'un homme présumé innocent. Mais pour le reste, et depuis lors, pourtant, ce n'est pas loin. Il suffit de remonter un petit peu le boulevard des Invalides, on s'en va, on est rapidement vers le boulevard Arago. Il y a là une vieille maison d'arrêt qui s'appelle La Santé. Bon, eh bien, il est 8 heures, je vous ai tenu plus longtemps. Je souhaite seulement, en terminant ce propos, dire que 8 heures, c'est l'heure où, en vérité, commence la longue nuit carcérale. Et que je vous demande simplement de penser à ce que ça signifie, que la nuit qui commence quand on est dans une cellule, soit seul avec ses angoisses, soit avec les autres et leur promiscuité. Merci.